Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tchin tchin. Je vous souhaite la bienvenue dans ce premier point lecture du printemps qui malheureusement sera tourné de nuit car j'ai un week-end très chargé qui s'annonce et je n'aurai pas l'occasion de filmer, donc je filme le vendredi soir, chose qui n'arrive absolument jamais. J'ai 8 livres dont je dois vous parler, certains qui font partie de ma pile à lire du printemps, du Shiny Spring Challenge. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne savez pas de quoi ça retourne. C'est un petit défi de lecture autour du printemps avec quelques thématiques et d'autres qui sont des lectures que j'ai fait avant ou après, donc voilà. Et on commence sans plus tarder. Je remercie les éditions Payot Rivage avec la collection de la petite bibliothèque, petite biblio Payot Essai, car j'ai pu lire Classe et Race de Bell Hooks grâce à eux. Dernièrement, dans mes lectures d'essais, mais aussi de romans ou quoi que ce soit plutôt engagés sur le féminisme ou sur même l'homosexualité, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, etc., j'entendais tout le temps parler de Bell Hooks, qui revient très souvent, que ce soit en référence ou dans l'appréciation des différents auteurs que je lis. Et quand j'ai vu qu'il y avait un de ces nouveaux textes qui est dans ma chambre, mais qui s'appelle Regard oppositionnel, qui était traduit, et des autres textes qui sont sortis dans la petite biblio chez Payot, je leur ai demandé s'ils pouvaient me les envoyer. Et avant de lire son nouveau texte, qui est vraiment un gros essai de 300 ou 400 pages, je crois, sur la noirité, j'ai lu celui-ci qui s'appelle donc Classe et Race, qui n'est pas à confondre avec l'ouvrage de Angela Davis, je crois, qui a à peu près un nom similaire, qui en fait n'est pas un texte qui a été publié tel quel aux États-Unis, c'est une compilation, une anthologie de 4 petits essais qui ont été rassemblés ici. Donc le premier s'appelle Classe et Race, les nouvelles élites noires, féminisme et pouvoir de classe, rester proche de chez soi et les intellectuels noirs. Donc ce sont 4 essais assez denses finalement parce que le bouquin ne fait que 124 pages, donc c'est des petits textes, des petits pamphlets de 30, moi c'est ça, 3 x 4, 12, 30 pages chacun, où il y a beaucoup de théories, de contenu, et il faut quand même être assez accroché quand on se lance dedans, mais ça se lit très très bien. J'ai surligné des passages, j'ai adoré celui qui parle de rester proche de chez soi. C'est quelque chose que moi j'ai ressenti aussi, le fait de vouloir partir du milieu duquel on vient, que ce soit l'endroit géographique mais également le milieu social, donc quitter pour aller faire ses études. C'est quelque chose auquel Bell Hooks a été confrontée et qu'elle raconte très bien et qu'elle arrive à mettre dans une notion de système, et ça c'était hyper intéressant. Le fait qu'elle revient beaucoup sur la notion des 10%, qui n'est pas théorisée par elle-même mais par quelqu'un d'autre. C'est W.E.B. Dubois qui a théorisé ça, le fait des 10% talentueuses, The Talented Tenth, dans un livre qui s'appelle The Negro Problem, a Series of Articles by Representative American Negroes of Today. Et en fait c'est ce truc de mettre en valeur 10% de la population noire, en tout cas les 10% les plus talentueux, que ce soit ceux qui ont réussi en affaires, que ceux qui ont une certaine célébrité, pour évincer toute la question raciale et toute la question du racisme en disant mais voyez c'est possible, eux ils sont arrivés, ils viennent du même endroit que vous, ils ont la même couleur de peau, ils ont les mêmes antécédents socio-économiques et ils y arrivent. Et donc Monsieur Dubois démonte ça, et Bell Hooks s'appuie sur ses travaux pour écrire donc Classe et Race, les nouvelles élites noires, en parlant de ces noirs qui réussissent et qui permettent malheureusement, ou en tout cas qui participent au fait d'éradiquer beaucoup de questions nécessaires encore aujourd'hui à traiter, notamment sur la place des personnes noires dans nos sociétés. Donc hyper intéressant, mais quand même assez ardu à lire, un peu dense. Et c'est tout en termes d'essais, mais vraiment très très bonne découverte de Bell Hooks, et j'ai très hâte de découvrir d'autres essais et d'autres textes de cette femme. Ma deuxième lecture, c'est L'Art de perdre de Alice Zeniter. C'est notre lecture commune pour le mois de mars, donc le mois de mars n'est pas encore tout à fait terminé, vous avez encore 10 jours si vous voulez nous rejoindre. Moi je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, je crois que tout le monde ne l'a pas terminé sur le Discord, mais quand même la plupart des gens l'ont terminé et adoré. Je ne suis pas en reste, j'ai corné des pages. En fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui a toute sa vie été confrontée à un père et une grand-mère très taiseux qui ne parle pas du tout de là où ils viennent, car elle est algérienne, elle est de famille algérienne, d'origine algérienne, sauf qu'elle n'a pas vraiment d'histoire familiale. Son père ne lui a pas trop raconté son histoire et ses grands-parents non plus. Et elle va donc essayer de
de remonter le fil de sa vie et de sa famille pour en savoir plus. Et le roman est donc découpé en 3 parties, la vie de son grand-père, la vie de son père et sa vie à elle. Et c'est cette quête d'identité, cette grosse saga familiale qui se passe de un peu avant les troubles, ce qui a été nommé comme les troubles, mais qui est donc la guerre d'Algérie en 1960, et de nos jours, parce que je crois que ça se passe après les attentats de 2015, donc jusque 2015-2016, je sais plus quand le bouquin a été édité, 2017, voilà, c'est sur ces 50 grosses années, 70, non, ouais, 60 années, c'est ça, sur ces 60 années d'histoire française coloniale que se base le texte, et c'est très très fort. J'ai adoré les 2 premières parties qui se concentrent donc sur le grand-père et sur le père, parce que il y a cette plongée dans l'Algérie qui oppose l'OAS et le FLN, donc les Forces de Libération Nationale algériennes, contre l'envahissement français, contre le colonialisme français, et l'OAS, donc l'organisation française, qui était sur place, qui essayait de garder l'Algérie comme un département français. Et on va être avec une famille de ce qui sera considéré plus tard comme des harkis, c'est-à-dire des personnes qui ont collaboré, je mets des guillemets parce que toute cette question des harkis est au cœur du roman, et cette notion de collaboration avec l'État français. Donc plutôt des familles qui ne sont pas forcément engagées du côté de la libération et qui de fait ont été considérées comme traîtres et comme harkis. Et ensuite, comment ce poids des mots et des noms et cette catégorisation de non-défenseurs a régi l'histoire familiale. C'est hyper prenant, le bouquin est assez dense, il fait 600 pages, enfin il n'est pas dense, il est imposant, il fait 600 pages, mais c'est d'une fluidité vraiment énorme. Ce qui m'a un peu moins plu, c'est le dernier tiers, en fait, la partie sur la jeune femme de nos jours, parce que on est dans un contexte hyper historique dans les deux premières parties, le grand-père et le père, donc le départ de l'Algérie puis l'arrivée en France. Et en fait, la dernière partie est quand même très actuelle, ça se passe en 2015, je vous le dis, c'est il y a 10 ans maintenant, mais c'est hier en fait à l'échelle de l'histoire, et je trouve que c'est compliqué de mêler cette histoire encore difficile en France pour certaines personnes et cette hyper actualité. Donc un peu en dessous sur la 3e partie, mais franchement je trouve pas que ça dénote vraiment tant dans le roman. C'est sympa, et ça le rend encore plus gai, plus facile à lire peut-être. Cette 3e partie le rend plus ou moins agréable et distrayant peut-être pour des lycéens, puisqu'il a obtenu le prix du Goncourt des lycéens. Mais ça se lit évidemment à tout âge et pour tout le monde, et moi j'ai appris pas mal de choses justement sur cette histoire algérienne, choses que l'on n'apprenait pas à l'école lorsque moi j'étais au collège ou au lycée, ou qu'on balayait très très rapidement. J'ai lu une BD qui s'appelle Emily Dickinson de Liuba Gabriel, qui est une BD sur la vie de Emily Dickinson, qui se lit très très vite. Elle fait 130 pages, mais comme vous pourrez le voir, les cases sont vraiment immenses. On est vraiment avec grand maximum 4 cases par page, donc ça se lit très très vite, vous voyez. Il y a peu de texte, beaucoup de dessins. J'aime beaucoup le trait de l'autrice, c'est du crayon très coloré, mais j'ai pas trouvé que c'était hyper intéressant dans le sens où ça nous raconte vraiment l'histoire, la vie de Emily Dickinson à travers les hommes en fait qui ont peuplé sa vie. Je trouve que ça s'attache beaucoup trop aux hommes de la vie de Dickinson, et je trouve que ça ne... Après, je connaissais pas cette poétesse, à part de nom, évidemment. Je sais que c'est une immense poétesse américaine. Et ça aussi, d'ailleurs, je trouve que c'est dommage, c'est que la place de sa poésie, même si on la retrouve probablement à travers le dessin, mais je ne connais pas assez la poésie de Dickinson pour en conclure cela de façon assurée. Mais à part ça, on ne voit pas trop la poésie de l'autrice dedans, de la poétesse. Et le fait de la reléguer aux hommes qui la peuplent, donc son père, son mari, je crois que c'est son mari qui se marie, en tout cas une personne avec qui elle a une relation, un espèce de mentor aussi littéraire. Enfin voilà, il y a au moins 3 hommes dans mon souvenir qui peuplent la vie d'Emily Dickinson, et on ne la connaît et on la rencontre qu'à travers ses propres rencontres masculines. J'ai trouvé que c'était un peu dommage. Voilà, après je ne vais pas vous en faire tout un pataquès. C'est très joli, ça se lit très vite, c'est simple à lire, et
et ça permet de rentrer, mais de façon absolument non exhaustive, dans la vie de la poétesse. Ensuite, j'ai lu une poétesse encore, pour le coup, que je connaissais déjà, tant dans la poésie que dans la narration, la fiction, le roman, que je n'apprécie pas du tout en roman et que j'aime beaucoup en poésie. Et ben, c'est encore le cas, j'ai lu un recueil de poésie de cette autrice que j'ai adoré. C'est En l'absence du capitaine de Cécile Coulon, publié au Castor Astral et qui depuis est disponible en poche. J'ai tout bonnement adoré ce recueil de poésie. C'est de la poésie, enfin moi vraiment je pense qu'on peut facilement, aisément la comparer à Rupicor à la sauce française. C'est de la poésie pour les personnes qui n'aiment pas la poésie. C'est de la poésie qui convoque des images qui sont très simples à visualiser, des métaphores, sans que ce soit un gros mot quand je dis simple, évidemment. C'est pas du tout dépréciatif de l'œuvre de Cécile Coulon, c'est que je trouve que c'est de la poésie hyper généreuse qui permet à tout le monde de rentrer dedans. C'est ce que j'aime chez Rupicor, c'est que n'importe qui me dit je n'aime pas la poésie peut facilement lire ses poèmes et directement ressentir l'ambiance, directement voir les images, savoir où l'on est, de quoi on nous parle, qu'est-ce qu'on fait là, et c'est pas de la poésie totalement abstraite ou pour laquelle il faut des codes, il faut transcrire, retranscrire le message, le décoder. Là, c'est de la poésie qui nous est servie sur un plateau. Alors ça ne peut évidemment pas plaire à tout le monde, c'est pas non plus limpide, et je veux dire que cette facilité dans les images ne traduit pas un manque de poésie, justement. C'est pas corrélé. Je trouve que elle arrive à trouver ce juste milieu qui permet, moi, j'aime bien quand je lis de la poésie, justement, ne pas tout comprendre et me laisser peut-être porter par ce que nous dit l'autrice et ce que pense l'autrice, parce que la poésie, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'hyper intime, et cette espèce de brume que je ressens parfois à la lecture de la poésie, je l'aime bien. Et Cécile Coulon arrive à maintenir cette petite brume latente tout en nous emportant et nous montrer le chemin de son texte à travers cette brume. Donc c'est ça qui me plaît, moi. Il y a beaucoup de textes au début. En fait, il y a plusieurs parties et la première partie s'intitule Capitaine. Et en fait, le capitaine, c'est sa grand-mère qu'elle perd, mais du coup, elle écrit des très beaux poèmes sur sa grand-mère qui sont vraiment très 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 beaux. Et quand je vous dis ça, c'est que on peut pas s'empêcher de penser à nos grands-parents. Moi, ma grand-mère est toujours vivante, justement. Et donc, vraiment en ouverture du recueil, on a, je pense, une dizaine ou une quinzaine de poèmes sur cette grand-mère, très présente tant physiquement que mentalement dans la vie de Cécile Coulon. Puis après, la deuxième partie s'intitule sobrement Continuer, car il faut continuer à vivre. Et voilà, donc j'aime bien, ça nous parle de l'Auvergne beaucoup, ça nous parle de petits villages, ça nous parle de forêt, de ruralité. C'est de la poésie qui, moi, me parle parce que non seulement j'ai vécu à Clermont-Ferrand, mais je viens aussi d'une région plutôt rurale qui est les Ardennes. Et donc, même si on n'a pas les mêmes paysages, on n'a pas la même beauté des monts, des puits auvergnats et du Puy-de-Dôme, on a aussi une ruralité très présente dans les Ardennes et qui peut en certains points rappeler celle-ci. Donc vraiment, j'adore toujours autant. Je vous recommande Noir Volcan, je vous recommande En l'absence du capitaine, et je me demande si j'en ai pas lu un autre. Non, j'ai pas encore lu Les Ronces, et voilà, je lirai Les Ronces car en plus c'est son premier recueil qu'il a révélé. Et donc j'ai envie de lire ce recueil. C'est un peu dark, parfois je vous préviens, c'est pas de la poésie hyper lumineuse, mais on trouve de la lumière quand même dans certains poèmes qui rend la lecture encore plus plaisante. Ensuite, j'ai lu un roman plutôt étonnant que je ne connaissais pas du tout. C'est un ami qui m'en a parlé et qui a été publié en 2000 par son autrice Mayra Santos Ferbres et seulement traduit 17 ans plus tard en France chez Zulma en 2017. Ça s'appelle Sirena Selena. C'est donc traduit de l'argentin, mais je ne veux pas dire de bêtises, non, ça doit pas être l'Argentine. Traduit de l'espagnol, Porto Rico, pardon. Oui, en plus, le personnage est portoricain, et ça se passe à Porto Rico au début. Sirena Selena, c'est donc un roman gay, LGBT. Et on va suivre Serena, qui est présentée comme une grande diva de Porto Rico, une reine de la nuit, drag queen pour le coup, qui a sa place dans les cabarets. Et on va, au fil du roman, découvrir quelle était la vie de cette diva, de cette Sirena Selena, lorsqu'elle était plus jeune. Et donc, c'est un roman qui se passe entre Porto Rico et Saint-Domingue,
une autre île des Caraïbes parce que très jeune, ce jeune garçon va devoir se prostituer pour pouvoir survivre. Il va donc connaître la prostitution, la drogue, la pédophilie parce que en fait c'est un jeune mineur qui va subir les assauts d'hommes plus vieux jusqu'au jour où sa voix va être connue par une propriétaire d'un bar gay, je crois, ou un truc comme ça, Miss Martha, propriétaire du Danubio Azul, voilà, c'est ça, qui est propriétaire d'un hôtel ou d'un cabaret, enfin bref, un truc dans le genre, et qui va entendre sa voix, elle-même s'y connaît un peu en voix, en chanteuse, et va dire à ce jeune homme, je te prends sous mon aile, à ce jeune garçon, et je vais faire de toi une star. Et ils partent à Saint-Domingue pour faire une tournée de grand hôtel de luxe pour essayer de vendre la voix de ce jeune homme, de cette Sirena Selena en devenir, et en faire une star. Et c'est pas un roman dans lequel il se passe grand chose, parce que tout le long du texte, en fait, on est dans cette enfance très pauvre, et cette quête de célébrité à travers les hôtels de Saint-Domingue. Mais il y a plein de voix qui se mêlent. C'est un roman qui est particulier. On est chez Zulma. Moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Zulma, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette maison d'édition parce que c'est des voix très particulières, c'est des écritures très particulières. Et là, ça manque pas, mais ça a fonctionné avec moi. On est dans un espèce de chœur antique de drag queen dans lequel des voix se mêlent. On ne sait pas toujours qui prend la parole. Est-ce que c'est justement cette Martha Divine, un peu Mère Macrel ? Est-ce que c'est Sirena Selena? Est-ce que c'est une autre drag queen comme ça qui fait un show et on a juste le texte de son show en fait sans vraiment avoir de contexte autour, on sait pas trop où ça se passe, quand ça se passe. Et c'est cette espèce de chœur antique qui donne un côté mythique dans le sens mythe et légende, vous voyez, à cette histoire plutôt banale de prostitution qui pourrait rappeler par certains endroits les vilaines de Camila Sosa Villada. Parce qu'on est dans cette pauvreté extrême de personnes obligées à vendre leur corps pour pouvoir survivre. Et il y a quand même une histoire d'amour qui n'est pas l'histoire d'amour rêvée, magique, parce qu'on est encore avec ce jeune homme qui doit... Je suis même pas sûr qu'il a encore déjà la majorité, qui tombe amoureux d'un riche propriétaire d'hôtel. Et il y a tout un côté malsain, un peu limite, c'est de la pédophilie, parce qu'on est, je crois, dans mon souvenir, avec un personnage mineur et un personnage bien plus âgé, en tout cas avec un gros gap d'âge. Et c'est ça peut-être aussi qui m'a dérangé, c'est que cette notion d'âge et de pédophilie n'est jamais relevée dans le texte, même si elle n'est pas... En fait, avec tout ce qui se passe autour du bouquin, parce qu'on nous parle voilà, vraiment de cette misère extrême et de cette obligation à vendre son corps, on voit bien que l'autrice n'est pas là pour appuyer ce discours, pour appuyer cette situation, mais cette histoire d'amour survient quand même dans tout ce qu'elle a de plus tragique, et elle est pas belle, elle est pas reluisante, et on nous la vend pas justement comme la plus belle histoire d'amour. Donc c'est ça qui m'a plu, mais qui aurait peut-être mérité un peu plus d'explications, en tout cas d'étoffe. Mais je suis content parce que, comme je vous le disais, j'aime pas vraiment les éditions Zulma, j'ai du mal parfois à y trouver ce que j'aime moi dans la littérature, et là, parce que le thème me plaisait grandement, il faut l'avouer, j'y ai pris du plaisir. J'ai lu un roman qui m'a surpris, parce que je ne pensais plus demander de roman à Albin Michel. Disons que là d'ailleurs le mois dernier j'ai rien demandé, il n'y a pas beaucoup de sorties qui me plaisent chez Albin Michel, mais je regarde toujours par curiosité ce qui sort chez eux, et j'ai demandé Le Dernier Combat de Loretta Terroir, qui est publié donc chez Albin Michel, et qui est écrit par Nana Kwame Adjei Brenya. Qui est un novelliste, et c'est son premier roman. Il a déjà publié un recueil de nouvelles, enfin en tout cas il y en a un qui a été traduit en France, et Friday Black en 2021, et là c'est son premier roman, et on est totalement dans la vibe Hunger Games pour adultes, dans un contexte de racisme, de tension raciale, et dystopique. On est dans un futur pas si lointain, où le système carcéral américain est complètement omnibulé par un nouveau jeu qui s'appelle Chain Gang All Star, qui est d'ailleurs le titre original du roman. Et ce Chain Gang All Star, c'est un jeu télé dans lequel les prisonniers doivent combattre à mort, tels des gladiateurs, à la télé. Il y a toute une télé-réalité autour de ça. Et si au bout de 3 ans, ils sont toujours vivants, ils gagnent leur liberté. Et nous, le roman s'ouvre sur un combat entre Loretta Terroir et une autre jeune femme qui je sais plus s'appelle comment. Mais en gros... Loretta Terroir vient d'arriver dans les combats, et celle contre qui elle se bat, c'est son dernier combat avant sa libération. Et
Loretta gagne le combat contre cette jeune femme qui allait être en passe d'être libérée parce que ça faisait 3 ans qu'elle était dans le jeu télé. Et donc nous, on va suivre toute la vie de... Enfin, toute la vie. C'est 3 années, en tout cas, ou c'est quelques années de Loretta Turwar jusqu'à sa libération ou non. Et c'est ça le dénouement du roman, c'est est-ce que Loretta Turwar va aller au bout de ces 3 années? Est-ce qu'elle va gagner ses combats pour gagner sa liberté? C'est donc un roman de l'imaginaire qui est publié dans la collection régulière de chez Albin Michel. C'est pas dans la collection Albin Michel Imaginaire, mais parce que chez Albin Michel Imaginaire, non, il y a aussi un peu de science-fiction. Mais là, on est vraiment dans de la dystopie et disons que tout le contexte de world building, de création d'univers n'est pas hyper développé. On est vraiment très très focus sur le monde carcéral et sur cette télé-réalité, comment elle fonctionne. Quels sont les outils mis en place pour faire fonctionner la télé-réalité, mais on n'a pas un spectre très large de notre société. On comprend juste qu'effectivement, on est dans un futur pas si lointain et que voilà, c'est rediffusé à la télé très régulièrement. Il y a les combats qui sont diffusés, que l'on peut aller voir dans des stades, exactement comme des gladiateurs au Colisée, mais il y a aussi des petits épisodes de télé-réalité un peu plus intimes dans lesquels on va suivre les différents personnages parce qu'en fait il y a des équipes de prisonniers, les différents personnages dans leur vie plus quotidienne de prisonniers pour le coup. Donc voilà, on sent absolument que l'auteur est très fort en nouvelles et qu'il est novelliste à la base et non romancier parce que il y a plusieurs chapitres qui pourraient exister par eux-mêmes. En fait il y a plusieurs chapitres où on se dit en quoi ce bouquin est vraiment intégré, enfin ce chapitre est vraiment intégré dans l'histoire parce que il pourrait exister seul, il pourrait être une nouvelle et donc il est hyper impactant et c'est ça qui permet aussi de maintenir l'éveil parce que l'intérêt, parce que le roman, je vous dis, ne tient pas en grand chose. On sait qu'il y a cette jeune femme qui a gagné et qu'elle doit gagner pendant 3 ans tous ses combats pour pouvoir être libérée. Et c'est le seul lien qui nous maintient intéressés. Et on va quand même rentrer dans son intimité. On va voir que cette jeune femme, dans son équipe, elle est avec une autre jeune femme noire également, parce que les 2 personnages principaux, ces 2 jeunes femmes sont noires. Et il y a une histoire d'amour lesbienne entre ces 2 femmes. Donc on est avec des lesbiennes qui se battent à coups de faux et de marteaux au milieu d'une foule d'Américains complètement cinglés qui veulent voir du sang et des morts. C'est pas uniquement du divertissement, c'est pas uniquement un roman qui réside sur cette intrigue. Je vous dis de toute façon l'intrigue est maigre. C'est un roman qui questionne justement déjà en premier lieu l'univers carcéral, la violence des prisons américaines, l'ultra-violence à son apogée à travers cette télé-réalité, mais aussi le racisme, la lutte parce qu'on va suivre des personnages non incarcérés qui vont lutter pour faire stopper cette ultra-violence à la télé. Ça interroge également notre rapport à cette violence et notre fascination parfois par les téléréalités, des pains et des jeux. Enfin, vous voyez, à l'heure où l'Arcom a décidé de fermer C8, c'est évidemment des questions qui ont une résonance à l'heure actuelle, que ce soit C8 ou CNews ou ces autres médias d'extrême droite qui pullulent sur nos chaînes et nos ondes. Donc voilà, j'ai trouvé que le bouquin était vraiment très bien fait, très bien écrit. Peut-être un peu trop long à mon goût, mais parce que c'est pas non plus un genre qui est mon genre de prédilection, mais auquel je me suis vachement prêté au jeu. J'avais vraiment envie de savoir la suite et réfléchir tout en étant diverti, c'est quand même très très cool. Et enfin, on est avec, je crois, pour l'instant, un de mes plus gros coups de cœur de cette année 2025. C'est un diptyque classique français que l'on peut penser complètement nunuche, mais qui, à mon avis, ne l'est pas du tout. Et je regrette d'avoir attendu bientôt 30 ans, 29 ans de ma vie pour me lancer dans la lecture de cet auteur. C'est le diptyque de Marcel Pagnol qui s'appelle donc L'eau des collines et qui est composé de Jean de Florette et de Manon des Sources. Ce qui est intéressant et ce qui est marrant avec ces textes, c'est qu'à la base, Marcel Pagnol les a réalisés. Il a réalisé 2 films, Jean de Florette et Manon des Sources. Les films sont sortis. Je ne sais pas si les films de Pagnol ont eu autant de succès que les films de Claude Berry plus tard avec Gérard Depardieu et Emmanuel Béard, entre autres acteurs. Mais voilà, il sort 2 films et au bout d'un moment, il se dit
ça aurait de la puissance en bouquin, je pense. Et il écrit les textes a posteriori. Il écrit donc L'eau des collines, mais qui j'ai pas vu d'ailleurs d'édition intégrale qui regroupe les deux, ça doit probablement exister, mais à chaque fois j'ai trouvé les livres séparés en deux, mais parce que en fait on est vraiment c'est une suite totale et ça serait totalement aberrant de lire uniquement Manon des Sources et ne pas lire les deux, parce que Jean de Florette c'est le père de Manon des Sources et tout ce qui découle, tout ce qui se passe dans Manon des Sources provient de l'histoire de Jean de Florette. Je sais pas si je vous en fais un résumé, mais en gros, Jean de Florette, c'est un homme qui s'installe dans la Provence, dans un petit village de Provence, début du XXe siècle, avec sa femme et sa fille, Manon des Sources, sa fille qui est toute jeune, et lui, il est percepteur, en tout cas il est commis de perception, donc il est plutôt... travaille à la ville, et là il a envie d'aller travailler la terre, il hérite d'une ferme et il décide d'aller en faire un petit oasis dans lequel il va pouvoir finir sa vie, enfin en tout cas vivre sa vie en tant que paysan. Donc on est dans cette question du retour à la ferme qui elle aussi encore est hyper actuelle. Le bouquin a été écrit je sais pas dans les années 50 et on est avec un bouquin du début du XXe siècle, mais il n'y a pas la date là effectivement, mais enfin voilà. Cette question de l'isolement, du retour à la ferme dans un petit village, c'est des questions qui ont été abordées dans les années 70 avec les communautés autogérées et tout ça qui ont découlé de mai 68, mais c'est quelque chose qui revient évidemment aussi à la mode, j'ai envie de dire, avec que ce soit les zones à défendre, les ZAD, ou alors des trucs beaucoup plus chill, mais des communautés de gens qui décident de vivre ensemble en autogestion avec toute cette volonté de cultiver sa terre, toute la notion écologique derrière. Et en fait, moi je l'avais mis voilà, dans mon Shiny Spring Challenge, dans le versant nature, écologie, on est dedans. Donc voilà, il s'installe là, sauf que c'est la Provence, il fait chaud, il pleut pas beaucoup, et la source est très très loin de chez lui, et donc il se tue à la tâche à vouloir arroser son champ parce qu'il ne possède pas de source, sauf que en fait il y a une source sur son terrain, mais on la lui cache parce qu'on veut récupérer sa ferme, et c'est Hugolin, le grand méchant dans ce bouquin, parce que Hugolin lui sait que la source existe, il voit cet homme se tuer à la tâche et il ne lui révèle pas où est la source. Dans les deux romans, ou presque en fait, dans Manon des Sources on a quand même des révélations auxquelles on ne s'attend pas, mais dans les deux romans on connaît toute l'histoire, le narrateur est totalement omniscient, on nous raconte les deux côtés, que ce soit les gentils avec Jean de Florette, Manon des Sources, ou les méchants, Hugolin et son oncle, le Papé. Donc il n'y a pas vraiment d'intrigue ou quoi que ce soit, on sait tout ce qui va se passer. Et pour autant, je n'ai jamais été aussi pris dans une histoire, je crois, depuis très longtemps. Vraiment, je me suis réveillé insomniaque à 3h du matin, j'ai commencé le bouquin et je n'ai pas réussi à le lâcher jusqu'à temps que je termine avant d'aller partir au boulot. C'est-à-dire que de 3h à 7h du matin, j'ai lu ce texte pour pouvoir le terminer. Et rebelote le lendemain, j'ai pas attendu très longtemps, j'ai même attendu juste 24 heures en fait. Le lendemain matin, deuxième insomnie, je prends Manon des Sources et je lis Manon des Sources de presque une traite. C'est-à-dire qu'en 2 jours, j'ai bouffé les 600 pages du diptyque parce que j'étais absolument pris dedans. Parce que les personnages sont hyper attachants, que ce soit le brave Jean ou plus tard Manon, parce que l'ambiance est géniale, on est vraiment plongé dans cette nature provençale avec les cancans au village, les ragots, l'humour aussi. En fait c'est quand même très cynique. Marcel Pagnol a un regard très critique envers les Provençaux du début du XXe siècle. Dans ces villages il est plutôt méchant envers eux, mais d'une méchanceté plutôt drôle, vous voyez, c'est pas... Il critique pas toute la Provence évidemment, mais il critique cet esprit de village un peu fermé qui fonctionne en vase clos et qui est très réfractaire aux étrangers qui arrivent. Donc voilà, il y a de la drôlerie, il y a un minimum d'intrigue, mais en fait, comme je vous le dis, vu qu'on sait tout, on a envie d'aller au bout de cette histoire. Et voilà, j'ai pris vraiment énormément de plaisir et j'ai envie de lire, je sais pas, que ce soit César, Marius Fanny ou alors La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets. Je sais pas par quoi je vais continuer la lecture de Marcel Pagnol, mais c'est sûr que je vais continuer la lecture de Marcel Pagnol et j'ai trop envie de partir en vacances en Provence
sur les pas de Jean Giono et de Marcel Pagnol, parce que je trouve que leur littérature et ce qui se dégage de leurs livres, ça va être complètement con à dire comme ça, et hyper solaire. Waouh, c'est la Provence, c'est le midi, c'est solaire. Ouais, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que j'adore, et ça me l'avait fait également avec Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, qui est un roman fantastique, mais qui se passe à Nice. Et j'avais adoré l'ambiance. Et en fait, on n'est pas sur la Côte d'Azur, on est plutôt dans l'arrière-pays provençal, les terres de Provence, avec cette chaleur accablante et rasante, mais qui est sauvée par les pluies hebdomadaires et par les sources qui proviennent de ces monts. Enfin voilà, une ambiance hyper cool, des personnages hyper attachants, une drôlerie qui sonne dans les mots de Pagnol qui sont très, très faciles. Franchement, maintenant quand on va me demander, j'ai envie de lire un classique, je sais pas quoi lire, mais lisez Marcel Pagnol, ça se lit. C'est d'une extrême facilité, mais mêlé à une extrême jouissance. Voilà pour ce point lecture. Franchement, je crois que j'ai fait que des bonnes lectures. Mais oui, à part la BD là, de Emily Dickinson, c'est vraiment presque tout des très très bonnes lectures. J'enchaîne. Je pense que vraiment, je le répète plusieurs fois, je choisis de mieux en mieux ce que je lis et je sais vers quoi me diriger. Et c'est hyper agréable de savoir ce que l'on va aimer, ou pas aimer d'ailleurs. Donc voilà. Et je me rends compte aussi que quand il y a des bouquins que je suis pas vraiment sûr et que je persiste, et bah ça se passe pas bien. Et parfois, par exemple avec la bibliothèque, j'emprunte des livres, un peu comme ça au hasard, et je les laisse traîner, et plusieurs fois je les prends, j'essaye, et je sais pas, il n'y a pas d'attrait, je me suis dit pourquoi pas, et au final, non. Et du coup, je le lis pas. Donc je pense que j'arrive vraiment à éviter les mauvaises lectures, car j'en fais de moins en moins. Et ça me va très bien comme ça. Voilà, j'espère que ce point de lecture vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, à le partager, à le faire voyager, à le commenter. Moi, je serai là normalement la semaine prochaine pour te parler de lecture ou de littérature ou de littérature. Je te souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.